84, absolument. Oui, c'est donc 5 ans plus tard. Donc les députés bretons viennent protester avec beaucoup de dignité d'ailleurs à l'Assemblée nationale, et Mirabeau leur dit: mais qu'est-ce que c'est que ces pygmées qui viennent? Mais qu'est-ce que c'est que ces pygmées? Vous êtes, et ça c'est entré dans nos consciences, et ça n'en sortira jamais. Vous êtes bretons, leur dit-il. Nous sommes français, c'est nous qui ordonnons. Ah, il a dit ça. Il a dit ça, absolument. Parce qu'on retient d'autres formules de Mirabeau plus chic. Oui, celle-là est terrible. Donc, le pays est aboli. Il n'y a plus de pays de Bretagne, puisque la France est départementalisée. On crée une centaine de départements, et c'est ainsi que disparaissent ces régions au nom poétique, la Cornouaille, le Vanté, etc. Tout ça n'existe plus, et apparaissent des noms barbares comme la Loire inférieure, le Finistère, je vous demande un peu. Alors, en ce qui concerne la langue, donc, on décide de passer, le faire à repasser, ce qu'on va faire pendant un siècle et demi, sur l'esprit des Bretons. Et on s'y prend de différentes manières. D'abord, on va démontrer que la langue bretonne, qui jusqu'alors n'avait été contestée par personne, et notamment pas par les rois français, que la langue bretonne est une langue même pas inférieure. Et pire que ça, je vais vous faire quelques citations, parce qu'il est bon que nos auditeurs entendent cela. Barrère, 1794. L'idiome appelé bas-breton a perpétué le règne du fanatisme et de la superstition. Le fédéralisme et la superstition parlent bas-breton. C'est à nous d'éradiquer ce jargon barbare et grossier. Merci, c'est gentil. Mais attendez, j'avais en mémoire cette déclaration, je ne savais plus que c'était Barrère ou un autre de ces personnages, mais il énumère toutes les langues régionales de l'époque. C'est exact, il énumère le basque, voilà, il dit le flamand, l'alsacien. Mais il est évident que c'est nous qui sommes visés. Certaines déclarations visent essentiellement la Bretagne, puisque la Bretagne est un vrai pays à l'intérieur de la France. À l'heure actuelle, c'est l'équivalent de 5 départements. La Bretagne a été un État. C'est une véritable puissance à elle toute seule. Et c'est à l'intérieur du royaume, ce sont les gens de loin les plus obstinés, ceux dont on n'arrive pas à venir à bout. Donc c'est eux qu'il faut écraser. Les autres, les Basques, qu'est-ce qu'ils représentent? Vous savez qu'aujourd'hui, ça représente un demi-département. L'Alsace représente 2 départements. C'est beaucoup plus faible. Et puis, il n'y a pas cette tradition culturelle chez nous qui remonte à l'époque, plus de 10 siècles. Et l'Occitanie L'Occitanie n'a jamais représenté un royaume, si ce n'est au temps de Charlemagne. Il y a eu le royaume d'Aquitaine. Mais il n'y a pas cette... Nous existons en 1789, depuis, en tant que nation, et en tant que pays, avec ses limites bien définies, ses traditions, depuis le IXe siècle. C'est-à-dire que nous avons 1000 ans d'existence, alors que la France, personne ne vous dira le contraire, ne prend encore qu'à partir de Louis XI, c'est-à-dire du XVe ou du XVIe siècle. Donc notre esprit national à nous est extrêmement puissant à cette époque. Pourquoi? Parce qu'il évolue depuis 1000 ans. Et c'est nous qui sommes visés. Alors voilà quelques autres citations. Alors là, toujours chez Barrère, un peuple libre. Chez un peuple libre, dit-il, la langue doit être une et la même pour tous. Quelle belle conception de la liberté, ne trouvez-vous pas? L'abbé Grégoire, en 1793, il faut extirper ces idiomes grossiers qui prolongent l'enfance de la raison. Fouché, il ne s'agit pas de faire le tri. Dans ce maudit pays, il parle de la Bretagne, il ne peut y avoir que des coupables. Michelet, un peu plus tard, mais nous en avons comme ça jusqu'à Pompidou. Je ne vous citerai pas tout, rassurez-vous. En 1831, Michelet, la Bretagne est une colonie comme l'Alsace et les Basques, mais plus que la Guadeloupe. Et ainsi de suite. Mais quand il entend ce qu'il entend par là, c'est que le processus de la colonisation est légitime. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un... Non, cette citation de Michelet, elle mérite d'être décortiquée. Quelqu'un qui dirait cela aujourd'hui, on dirait, voilà un affreux séparatiste, voilà quelqu'un qui cherche, qui
qui dénonce cette situation. Dans l'esprit de Michelet, si je comprends bien le fil de votre pensée, Louis Mélènec, et je suis persuadé que ça n'échappe pas aux gens qui nous écoutent, mais je me permets de souligner en rouge, dans l'esprit de Michelet, il est plus légitime encore d'extirper l'identité des Bretonnes, Basques, machin, que c'est encore plus légitime dans ces régions-là à supposer que ça soit légitime dans des colonies auxquelles nous sommes habitués aujourd'hui. Oui. Après, dans son esprit, c'est légitime. Pour nous, ça ne l'a jamais été. Oui. Et pas plus à cette époque qu'aujourd'hui. Je ne sais pas, parce que justement, en vous écoutant, je me dis, mais oui, il y a des gens qui pensent ça, mais combien ont été ceux qui ont cherché, obtenu un statut justement d'autonomie? Qu'est-ce qui s'est levé pour défendre effectivement? Par exemple, pourquoi dans des élections libres, et il y en a eu quand même, pourquoi dans des élections libres, personne n'a jamais percé électoralement sur le thème de la défense des langues régionales? Je vais vous répondre à votre première question. Les Bretons n'étaient pas en mesure, depuis 1532, et même avant, puisque la duchesse Anne est morte en 1514, il n'y a plus d'armée bretonne. Et le pays est entièrement subjugué sur le plan militaire. Si quelqu'un bouge... Je vais vous donner un contre-exemple. Charles Freppel, par exemple, qui est un personnage que j'admire beaucoup, qui est alsacien. Charles Freppel a écrit des choses très dures, très intelligentes sur et contre la Révolution française, et il est élu député monarchiste à Brest contre le pouvoir central. Oui. Puis, il est donc un député d'opposition en 1889, quand il écrit son livre sur la Révolution française. On aurait pu imaginer que l'opposition à Brest, malgré tout, puisqu'elle était libre, puisqu'elle arrivait librement à élire cet homme qui était évêque d'Angers, elle aurait pu élire un défenseur des libertés linguistiques. Mais non, il y a eu la terreur en Bretagne aussi. Les révolutionnaires Freppel, c'est un adversaire de la terreur. Oui. Je pense quel a été son sort, mais je puis vous dire que les Bretons n'étaient pas en mesure de s'opposer véritablement, puisqu'ils n'en avaient pas les moyens. Et de toute façon, ils étaient désarticulés sur le plan politique, parce que le fait de voter les impôts et de donner son avis sur la législation, ça ne fait pas une nation avec un gouvernement qui puisse s'opposer, et surtout s'il n'y a plus d'armée. Mais il est certain que dans les cahiers de doléances, les Bretons ne sont pas en retard, puisque tout le monde à cette époque a à peu près les mêmes idées sur la liberté d'expression, la liberté de parler, la liberté de réunion. Mais en revanche, les Bretons sont unanimes à souhaiter garder leurs institutions. Ils ne veulent pas du tout entrer dans les institutions qu'on leur propose à Paris. Ça, c'est clair. Sauf les quelques énervés, les quelques excités qui détiennent le pouvoir dans les communes. Vous savez que ce sont toujours les plus violents qui régentent les autres. Les autres sont terrés chez eux. On leur fait peur et ils ont peur. Mais la Bretagne n'a pas été du tout, dans son ensemble, consentante à cela. Ce à quoi elle aspirait, comme tout le monde, comme toutes les régions de France, c'est que le régime politique change, qu'effectivement les privilèges soient abolis et qu'on connaisse un régime de liberté un peu identique à celui de l'Angleterre. Voilà, là-dessus, tout le monde était d'accord. Mais on ne voulait pas de ces changements-là. D'ailleurs, beaucoup de Bretons affirment qu'ils souhaitent conserver le roi de France, parce que pour eux, c'est un moindre mal. D'ailleurs, à un certain moment, Louis XVI s'est intitulé encore duc de Bretagne. Il préfère un roi de France à la tête de cet État qui est relativement libéral par rapport à la Bretagne que ces énervés qui, à cette époque, ont tué des dizaines de milliers de personnes. Donc, ceci étant, on va mettre en place les moyens pour assassiner la langue bretonne, dont on sait que c'est une langue primitive maintenant, une langue d'homme de caverne, de Cro-Magnon, cela est dit d'une façon explicite, et on va prendre les moyens. Alors qu'est-ce que l'on fait? D'abord, dès 1794, on institue un enseignement en langue française obligatoire par des instituteurs. Ces instituteurs sont français pour un certain nombre, et puis bientôt, les Bretons sont tellement convaincus, on le leur répète partout, toujours, que leur langue est une langue arriérée, qu'ils vont finir par le croire et l'intérioriser. Et on va donc voir des générations d'instituteurs bretons
qui ont été endoctrinés et qui vont intérioriser, comme certaines civilisations intériorisent le modèle mauvais qu'on leur a flanqué à la figure, eh bien, qui vont devenir les tortionnaires de leurs propres compatriotes, des capots, en quelque sorte. Et certains le font de bonne foi, parce qu'ils se rendent compte que ces pauvres enfants, si on ne leur apprend pas la langue dominante, ça pourra leur nuire dans leur carrière, dans leurs études, etc. C'est le grand argument, quand on lit Le Cheval d'Orgueil, on a l'impression que le grand argument de l'époque, c'est de dire, en accédant aux Français, vous sortez de votre économie villageoise pour entrer dans une société beaucoup plus large. Vous avez raison de parler de Pierre-Jacques Azélias, puisque j'ai une belle citation qui me vient à l'esprit. Son pauvre père, qu'on avait éduqué dans ce sens-là, lui a dit « Mais mon pauvre petit, avec le français, tu es comme une chèvre attachée à son piquet. » Avec le breton. Oui. Parce que justement, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que ça nous transporte dans notre époque. Avec ce raisonnement-là, quand on a un président de la République qui dit, peut-être d'une manière maladroite, il faut devenir une nation bilingue, le stade suivant, c'est de dire, de dire non plus avec le breton, vous êtes une chèvre attaché au piquet, mais avec le français des franchouillards, quand on raisonne comme ça, vous êtes des chèvres. La langue mondiale, c'est pas le français, c'est l'anglais. Tout le monde le sait. Alors le chinois, c'est un peu difficile. L'anglais semble... Tout à fait, on pourrait dire au français dans quelques années. Mais on va le dire, parce que c'est les mêmes qui vont le dire. Voilà, avec l'accent de chez moi, le père de Jacques Azélias dit « Mon pauvre petit, avec le breton, tu es attaché comme une chèvre à ton piquet. » Et ben voilà, maintenant... Voilà. Et bien voilà. Avec la langue des franchouillards. Donc, c'est intéressant de montrer comment ce processus qu'on a observé dans l'histoire, qui a créé quand même des résultats parfois dommageables, même certainement, puisqu'on a coupé, c'est ce que vous disiez lors de notre premier entretien, on a coupé des familles entières en deux, qui ne se comprenaient plus, qui ne se parlaient plus, qui perdaient la mémoire. C'est assez prodigieux, et donc on ne voit pas pourquoi ce processus s'arrêterait en si bon chemin. Bien sûr, il y a longtemps que j'y pense d'ailleurs, puisqu'on veut supprimer les langues dites régionales, et la nôtre, la langue bretonne, n'est pas une langue régionale, c'est une langue nationale, puisque je rappelle que la Bretagne en tant que nation existe au plus tard, au IXe siècle, et la France au plus tôt, au XVe siècle. Ça fait une petite différence. Alors pendant des dizaines d'années, on va dévaloriser cette langue, on va enseigner aux enfants qu'ils ne sont rien, qu'ils sont des ploucs, ça leur est répété tous les jours, que ce sont des paysans, qu'ils n'iront nulle part. Et on instaure un système de sanctions. Je vais vous en citer quelques-unes. D'abord des sanctions physiques, ceux qui sont surpris à parler le breton dans la cour de l'école, par exemple, reçoivent des coups de bâton, des coups de règle sur les doigts, des gifles, des coups de pied au derrière, où on leur tire les oreilles, où on les tord. Et alors, ce qui est abominable, c'est qu'on instaure un système de délation. Bon, les Bretons ont beaucoup de défauts, mais je crois qu'ils ont une certaine franchise, et ils ne sont pas délateurs par nature. Alors, on va transformer ces petits-enfants dans les cours d'école, et on va les récompenser s'ils dénoncent leurs petits camarades. Et on leur impose d'autres sanctions, comme le piquet. Vous savez ce qu'est le piquet? Oui. Des tours de cours, la dissimulation, on les cache derrière le tableau pendant toute la journée. Et puis les lignes à copier, alors 100 lignes, 200 lignes, 300 lignes, je ne parlerai plus breton, je ne parlerai plus breton, je ne parlerai plus breton, ou bien alors on le fait à tous les temps. Je ne parle plus breton, je ne parlais plus breton, je ne parlerai plus breton, et ainsi de suite. Oui, c'est une bonne manière d'apprendre à conjuguer. Oui. Alors, et en anglais, ça sera beaucoup plus facile, parce que la conjugaison de l'anglais est beaucoup plus facile que celle de... Donc moi j'imagine très bien l'application de ces méthodes dans un délai qui pourrait être assez rapide et tellement profitable, puisque les gens ainsi... Pour les Français, voulez-vous dire? Écoutez, ils ont les inventeurs du procédé. Oui, absolument. Et alors, on va plus loin. Lorsque l'enfant se trompe de mots, bien entendu, on le pointe du doigt, et ce pauvre enfant rougit, il a honte, il ne sait pas où se mettre, c'est terrible. On invente ce qu'on appelle le symbole, et vous allez voir que ce symbole mérite son nom. Qu'est-ce que c'est? Un enfant qui est surpris à parler la langue de ses ancêtres, on lui accroche au cou un objet,
un objet symbolique, une vache. Un porc dessiné dans du bois, un énorme sabot de bois, si possible très lourd et non creusé.